plusieurs, le bilinguisme, ça se résume à parler anglais puis une autre langue. Puis ça se passe au niveau des individus, le bilinguisme individuel. Je parle 2 langues. Puis quand les gens parlent 3 langues, français, anglais, espagnol, ils sont polyglottes. Dans mon cas, j'en parle 4, français, anglais, espagnol, catalan. L'apprentissage et la connaissance de plusieurs langues pour un individu, là, jamais vous m'entendrez dire que c'est pas une richesse. Donc le bilinguisme ou le polylinguisme, là, c'est une chose qui est extraordinaire au niveau individuel. La problématique, c'est quand ça devient l'État. Le bilinguisme d'un État ou l'unilinguisme d'un État, ça a un impact majeur sur l'écosystème linguistique d'un territoire donné. Si l'État fait usage du bilinguisme institutionnel, donc de ses institutions publiques, ce qu'il fait, c'est qu'il dit aux gens du territoire, vous avez le choix de vous adresser à moi dans telle langue ou dans telle langue. Mais il y a d'autres endroits dans le monde où est-ce que les gens ont décidé que non, l'État allait parler la langue nationale et uniquement la langue nationale. Donc, quand l'État parle aux citoyens, il parle dans une langue, puis les citoyens doivent s'adresser à l'État dans cette même langue-là. Et donc, cette façon de voir l'aménagement linguistique fait par l'État, là, le comportement de l'État, bien, c'est sûr que ça joue sur les différents éléments qui composent l'écosystème d'un territoire. En 1977, Camille Lorrain, qui était le ministre qui était responsable de la Charte de la langue française, la loi 101, avait un objectif quand il a fait adopter la loi 101. C'est que le français devienne la langue commune de l'espace public. Comment arriverait-il à faire en sorte que le français ce soit la langue commune de l'espace public? Bien, c'était en faisant en sorte que l'État mette tout son poids du côté du français. Et donc, ça ne voulait pas dire, par contre, qu'on empêchait les anglophones d'avoir des services dans leur langue. Ça ne voulait pas dire qu'on empêchait les anglophones de travailler dans leur langue dans certaines institutions publiques. Ça voulait dire qu'il y a des institutions publiques pour les anglophones, puis pour que les anglophones puissent y travailler, on va maintenir ces institutions publiques-là. Et, par contre, dans l'espace public, la langue qui va être parlée entre les francophones puis les allophones, entre les allophones puis les anglophones, entre les anglophones puis les francophones, puis entre tout ce beau monde-là puis les autochtones, ça devrait être le français. C'est ça, la langue d'usage dans l'espace public. Et c'était l'objectif de Camille Lorrain, c'est d'atteindre ça avec la loi 101. Puis comment faisait ça Camille Lorrain? Bien, c'était pas en utilisant le bilinguisme institutionnel comme outil, mais plutôt en faisant en sorte que l'État mette tout son poids du côté du français. Pour vous illustrer, c'est quoi le bilinguisme institutionnel par rapport au fait que on dise aux anglophones qu'ils peuvent travailler puis recevoir des services dans leur langue, bien regardez bien ça. Le bilinguisme institutionnel, ça se résume à quoi? Puis là, tout le monde va le voir, là. Pour continuer en français, appuyez sur le 1. To continue in English, please press 9. For English instruction, press 9. On a tous entendu ça. On l'a tellement entendu qu'on s'en aperçoit plus. Mais ça n'existait pas avant, ça. For English instruction, press 9. Qu'est-ce que ça dit, ça, aux immigrants? For English instruction, press 9. Mais ça dit... There is no need to learn French. L'État va te servir en anglais si tu le veux bien, si ça ne te tente pas d'apprendre le français ou si, peu importe la raison. Ça dit aussi aux natifs, l'État considère que le territoire sur lequel vous vivez, c'est pas un État où le français est la langue commune. Ça dit aux natifs, vous vivez dans un territoire, dans un État qui est bilingue. L'État dit beaucoup par son comportement linguistique. Il n'y a pas juste l'État qui impose le bilinguisme institutionnel. Il y a les grandes institutions, comme par exemple Desjardins, qui, lorsque tu appelles pour avoir une soumission pour une assurance ou lorsque tu appelles pour de l'information sur ta carte de crédit ou un prêt hypothécaire, bien, la réponse du mouvement Desjardins, c'est To continue in English, please press 9. Ces institutions-là, sur le territoire québécois, agissent un peu comme des relais de l'État. Ils disent aux citoyens, ici, là, c'est un territoire bilingue. There is no need to learn French. Mais où sur la planète, là, sérieusement, là,
à part des territoires où il y a des groupes minoritaires, comme en Catalogne, où en Catalogne, il faut qu'ils fonctionnent en espagnol puis en catalan, mais où sur la planète, les gens vont perdre 5 secondes de leur vie à chaque fois qu'ils appellent dans un établissement, que ce soit de l'État ou une institution, des grandes institutions comme Desjardins. Est-ce que les gens de l'Alberta accepteraient de perdre 5 secondes de leur vie pour se faire dire « Pour les instructions en français, pressez sur le 9 ». Jamais personne n'accepterait ça. Au Québec, 95% des gens connaissent le français. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent dans leur vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'ils le parlent à la maison, le français. Mais ça veut dire qu'ils connaissent suffisamment pour pouvoir avoir une conversation ou pour recevoir de l'information de l'État dans la langue française. Alors, quand on bilinguise l'ensemble des services publics, bien, on met de l'argent en faisant quoi? On met de l'argent à former des fonctionnaires qui vont apprendre l'anglais. On met de l'argent à traduire des documents en langue anglaise. On met de l'argent à faire en sorte que tous ceux qui vont recevoir des services puissent être servis en anglais. Alors que si on prenait cet argent-là puis on le mettait dans ce qu'on appelle la francisation de l'immigration, bien, on ferait en sorte que les gens auraient probablement plus d'argent, plus d'allocations, en fait des allocations plus grandes pour pouvoir aller sur les bancs d'école puis apprendre le français, plutôt que de décider d'aller directement travailler lorsqu'ils émigrent dans le fond d'une usine où il n'est pas sûr où ils vont pouvoir, dans le fond, parler en français, puis vont peut-être même imposer le globish dans l'usine parce qu'ils n'ont pas connu le français. Donc, l'État, quand il pratique le bilinguisme institutionnel, ce qu'il fait, c'est que, dans le fond, il ne favorise pas les pratiques de langue française. Si on se rappelle le rôle des institutions publiques, bien, un des 3 rôles des institutions publiques, c'est de donner du prestige à une langue. Alors, si l'État pratique le bilinguisme institutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il donne du prestige à 2 langues de façon égale. Mais dans un environnement où le français et l'anglais ne sont pas d'égale force, bien, la moindre des choses, pour faire en sorte d'oxygéner l'écosystème linguistique du français, ce serait que l'État donne du prestige au français sans nécessairement en donner à l'anglais. Si, au Québec, la façon dont l'État se comporte, s'il n'y avait pas de bilinguisme institutionnel, bien, à terme, là, les immigrants, ce qu'ils feraient, c'est qu'au bout de 1, 2 ou 3 générations, le français deviendrait leur langue maternelle. Donc, tous les immigrants qui arriveraient ici viendraient grossir les rangs des locuteurs de langue française et le poids du nombre pour le français serait favorisé. Dans le fond, c'est quoi qu'on dit? Bien, on dit que le bilinguisme individuel, c'est une chose. C'est une richesse pour les individus, pour que ces gens-là, les individus, puissent parler toutes les langues du monde un peu partout sur la planète. Mais un État qui, lui, pratique, parce que c'est une pratique, le bilinguisme institutionnel, ça a des incidences sur un écosystème linguistique. Le comportement de l'État conditionne le comportement des individus sur le territoire. Et donc, si l'État pratique le bilinguisme institutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non seulement aux individus que l'État dans lequel ils vivent, c'est un État bilingue. Donc, ils peuvent avoir le choix dans l'espace public de parler soit le français, soit l'anglais. Mais il dit aussi aux autres institutions qui ne sont pas nécessairement publiques, exemple, Desjardins, bien, ce serait préférable d'utiliser le français et l'anglais. Ce qui est aberrant, puisque dans le fond, 95% de la population parle le français sur le territoire québécois. Et donc, l'État joue sur quoi dans l'écosystème linguistique? Bien, il joue sur le poids du nombre parce qu'il ne donne pas du prestige aux Français comme il devrait en donner dans l'espace continental dans lequel nous sommes. Moi, si j'étais vous, là, je me regarderais puis je m'applaudirais derrière mon écran d'ordinateur. Vous avez fait le plus difficile. Alors, je vous invite à regarder les autres vidéos que vous n'avez pas regardées. Puis je vous invite, tant qu'à y être, si vous avez aimé ça, puis si vous êtes rendu là, à partager ça avec un copain ou avec une connaissance. Merci.